poursuit cette conversation. On a parlé de l'autonomisation des femmes. À présent, on passe au sport. On va partir au sport, à l'organisation d'événements sportifs durables qui représentent un défi majeur, mais aussi une opportunité pour démontrer le rôle positif que le sport peut jouer dans la lutte contre le changement climatique. Merci à vous d'être là. J'accueille les 3 intervenants. Toujours, on continue dans la qualité. Vous pouvez les applaudir, évidemment. Georgina Gronon, directrice Excellence environnementale de Paris 2024. Merci Georgina d'être là. Ibrahima Ouad, coordonnateur des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Et évidemment Isabelle Yacoubou, que tout le monde connaît, ancienne basketteuse et consultante internationale. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait notre fierté et de faire notre fierté tous les 3. Je pense qu'ils méritent des applaudissements quand même. Alors, Georgina, d'abord, félicitations, parce que vous avez reçu un prix qui a justement démontré, ou en tout cas acté, la véracité de ce que vous avez dit pendant des mois sur le fait que ces Jeux Olympiques de Paris, qui étaient très décriés au départ, étaient quand même durables et ont été certifiés par un prix, une durabilité. Maintenant, on a envie de savoir tous comment vous avez fait. Écoutez, et vous n'avez qu'1 minute. J'ai qu'1 minute. J'ai pas 4 heures. Écoutez, cet été, la France a réuni les mondes, que ce soit à Paris, dans les villes hautes ou à la télé. Il y a plus de 5 milliards de personnes qui ont suivi les Jeux. Autant d'opportunités de montrer ce que la France sait faire de mieux. Je pense que ça nous rapproche beaucoup d'Expertise France. On avait un objectif de livrer les meilleures conditions pour que les sportifs puissent se déployer. Il y a eu plus de 300 records de fêtes. On a pu livrer des sites iconiques qui vont rester, j'espère, dans les rétines de beaucoup. Et on a créé des moments inoubliables et on avait aussi une ambition, c'était de faire en sorte que tout ça soit de la façon la plus responsable possible. Comme on a fait, on a simplement repensé les Jeux. On a travaillé à reconcevoir cet événement pour qu'il puisse être fait avec la moitié des carbones qu'un événement habituel. En full scope 3 pour ceux qui comprennent ce que cela veut dire, c'est-à-dire ils comprennent les spectateurs qui viennent en avion et sur lesquels on n'a pas de levier aujourd'hui, ou très très peu de levier. On a travaillé à reconfigurer l'événement pour qu'il soit beaucoup plus circulaire. Ça a fini par être plus de 90% de circularité, c'est juste énorme, on a cassé les records de circularité parce que simplement on a pensé comment faire avec tout ce qui était nécessaire pour qu'ils retrouvent une seconde vie après. On a reconfiguré les dispositifs pour protéger la nature de tous ces sites temporaires. Et pour faire ça, on a moins construit. On a construit les villages et un seul site. On a travaillé à des sites éphémères, mais qui préservaient les lieux, qui utilisaient des choses louées, par exemple, qui étaient disponibles. Bref, on a reconfiguré tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse passer une très très bonne fête, fête sportive, voilà, et qu'on apprécie nos villes, que ce soit à Paris ou à Tahiti par exemple, et qu'on puisse aussi montrer que c'est possible de le faire avec beaucoup moins d'impact. Toutes ces expertises, ils sont chez nous maintenant en France et ils sont disponibles pour d'autres événements. On a laissé des outils. On a laissé des écrits, on a laissé des méthodes et on a laissé aussi des infrastructures plus responsables, comme le raccordement au réseau, par exemple. Mais d'ailleurs, des outils peut-être qui seront utilisés par les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar. Ibrahima Ouad, vous en êtes le coordonnateur, justement. Est-ce que l'exemple de Paris 2024, ça vous donne une source où puiser justement quelques idées pour ce défi d'organiser ces Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar? Merci Fatimata, et merci à Expertise France, Jérémy, pour cette opportunité. Alors je dirais plus, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes logiques. Plus que... Oui, je m'explique. En matière de durabilité. En matière de durabilité. Ça va pas être facile. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi nous ne sommes pas sur les mêmes échelles de jeu. La durabilité, le prisme sur lequel Georgina l'a présenté, Paris 2024 avait l'obligation de le faire avec cette empreinte carbone.
nous ne sommes pas sur les mêmes registres. D'abord, je dois dire qu'en termes d'infrastructure, nous sommes pratiquement pas de construction que de la réhabilitation. Mais dans une perspective durable en termes d'héritage. Aujourd'hui, on connaît la situation en termes de disponibilité d'infrastructures sportives. Les Jeux sont un prétexte pour augmenter l'offre d'infrastructures structurantes par la réhabilitation. Plus encore, au-delà de s'arrêter, au lieu de s'arrêter aux Jeux, aux espaces, aux lieux de jeu, les JOJ sont un prétexte pour construire des infrastructures sportives de proximité dans les localités les plus éloignées. Il y a une autre dimension encore. C'est que nous avons un plan d'action durabilité, impact et héritage avec 3 dimensions. Une dimension économique, comment faire profiter au maximum l'économie locale des retombées en termes de chiffre d'affaires. Une dimension sociale, comment dans le cadre de l'organisation des Jeux prendre en compte les préoccupations, la non-perturbation de l'équilibre des gens. Et une dimension environnementale qui consiste à mettre en valeur, verdir tous les espaces où se tiendront les Jeux et bien au-delà. Donc vous voyez que plutôt que de rester sur une conception traditionnelle de la durabilité, nous sommes sur une logique véritablement d'héritage, de retombées et d'impact. Et vous comprendrez bien que pour les premiers Jeux olympiques en Afrique, cette dimension prend de l'amplitude. Et c'est sur cette approche que nous sommes en train de travailler. Et je dois dire que c'est pour ça que je disais que nous ferons plus que Paris, parce que l'impact sur les territoires, comment aller trouver les populations là où elles sont, en termes d'éducation aux valeurs. Dans les écoles, nous avons tout un programme qu'on appelait le brevet olympique, civique et sportif que nous implémentons avec le ministère de l'Éducation nationale. Plus encore, et je termine par cela, je pense que les Jeux de Dakar ont été le catalyseur de donner un contenu concret à sport et développement. Le concept sport et développement a été pensé par le groupe AFD, et des tentatives de modélisation avec Expertise France. Nous avons donné un contenu concret en disant comment le sport peut être un prétexte pour toucher tous les autres segments de la société. L'éducation, la formation professionnelle, les infrastructures sportives, l'amélioration de la pratique du sport et même au-delà. Par exemple, un exemple tout simple, comment développer le principe du recyclage du plastique, l'utiliser à travers des unités industrielles qui sont montées pour en faire des équipements sportifs de proximité dans les quartiers. Voilà des modèles concrets. C'est très intéressant. D'ailleurs, je voyais Isabelle Yacoubou qui a acquiescé parce qu'elle-même a été sensibilisée à cette question en tant qu'athlète. Elle m'a raconté comment, justement, elle est passée entre la bouteille d'eau et même recycler ses paires de chaussures pour ne pas en utiliser autant. Aujourd'hui, Isabelle Yacoubou, vous êtes donc une ancienne championne, mais vous travaillez donc en tant que consultante internationale et à la tête justement d'une association où vous mettez en pratique finalement ces valeurs de sport qui rejoignent auprès des filles cette question de durabilité aussi. Expliquez-nous. Ben, on va faire ce qu'on sait faire de mieux. Bonjour à tous et bon anniversaire. Hein. Ce qu'on sait faire, les athlètes, c'est se mettre en action. C'est-à-dire qu'il y a les discours, et c'est très important d'en avoir pour avoir une voie à suivre. Et après, il y a la pratique sur le terrain. Et c'est là où nous, les athlètes, on est plutôt dans l'énergie yang hein, de transmettre. Donc avec mon association, modestement, on organise des camps de basket où finalement, sur ces camps-là, on se refuse complètement que ce ne soit tourné qu'autour du sport. On est là pour éduquer, on est là pour apporter le maximum d'informations et d'éducation à nos athlètes. Et dans ces cadres-là, une fois, dans une des éditions, on a décidé de sensibiliser sur tout ce qui était le recyclage du plastique. Donc l'intervention associée à une autre association qui justement a de l'expertise, on s'est associé à eux pour venir intervenir en oral auprès de nos basketteurs. Et au-delà de ça, on a organisé une journée de mobilisation où on a ramassé les déchets dans la ville où on était. Ça passe aussi par repeindre les terrains. Justement, on parle de remettre à neuf, pas en construisant, mais toujours en faisant de la rénovation, exactement. Et puis, au-delà de ça, moi, ce que mon parcours personnel m'a amené à faire, c'est-à-dire qu'à un moment, les chaussures que j'utilisais, je les ramenais pour les basketteurs qui étaient au Bénin, qui avaient du mal à s'acheter une paire de baskets. Donc, au lieu d'user une paire de baskets, ma réflexion a été comment je fais pour amener des paires de baskets mieux sauvegardées, entre guillemets. Donc, au lieu d'utiliser une paire de baskets jusqu'à la fin, j'en ai pris 3. Et en les interchangeant dans la saison, en fait, je n'arrivais jamais à l'usure. Ce qui permet de redonner des paires de baskets qui sont
plus en état pour ceux qui vont pouvoir l'utiliser dans une deuxième vie. Et je pense qu'ils l'ont adopté parce qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui se fait, qui s'est généralisée pour tous les basketteurs béninois qui se sont exportés, de ramener du matériel comme ça au pays. Pas que pour les basketteurs, hein, ça justifie mon placard à chaussures à la maison. C'est exactement le même principe. Je ne savais même pas que j'étais écologique là-dessus. Merci. Merci beaucoup à vous trois pour ces éclairages. Merci. On poursuit notre conversation avec cette thématique et on reste dans le sport et la culture parce que ça nous fait un bon lien justement. Et on retrouve au Founders Café Gallagher Fenwick pour un nouveau projet. On l'écoute. C'est bien ça, Fatimata, et merci à vous et à vos intervenants, vos intervenantes. On reste effectivement dans l'univers du sport et de la culture en parlant d'un très beau projet pour elle, sport et culture, et on le fait avec vous et dans un rythme sportif, mais je sais que vous, en l'occurrence, ça ne vous effraie pas. Florence Douaz-Bonnet, vous êtes la chef de projet pour Expertise France sur le projet Pour elle, sport et culture en République démocratique du Congo. Bonjour et merci d'être avec nous, Florence. Avec vous aussi, Géraldine Taubé, vous qui êtes artiste plasticienne. C'est vraiment très beau, c'est très inspirant ce que vous faites pour l'art et par l'art aussi. On verra peut-être des photos de vous au travail dans votre studio. On en parlera ensemble, Géraldine Taubé. Merci encore d'être avec nous ce jour. Et puis, merci aussi à vous, maître Nancy Chiaba, vous qui êtes avocate, coordinatrice de la dynamique des jeunes femmes sportives depuis 2019. Et puis, vous êtes aussi karatéka, ceinture noire, 4e dan, ancienne vice-championne d'Afrique du karaté. Bref, un palmarès impressionnant. Florence, je commence par me tourner vers vous avec, très brièvement, si vous le pouvez, un mot d'explication pour nous expliquer c'est quoi pour elle, sport et culture en RDC. Merci beaucoup. C'est un projet qu'on développe dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des filles et des jeunes femmes à Kinshasa, dans les quartiers dans lesquels on va intervenir, grâce à une meilleure accessibilité à des lieux de pratique sportive et culturelle au cœur des quartiers. C'est la culture de masse, le sport de masse, la proximité, transformer des terrains de football aujourd'hui qui sont des terrains de sable et qui sont pratiquement utilisés que par les garçons en espace multisport, ce qui permet à la fois de diversifier les pratiques et donc de l'ouvrir plus aux filles parce que les filles sont moins majoritairement sur le football et parce que si on a plusieurs espaces, on a plusieurs temps au même moment de pratique sportive, donc avec tout un accompagnement qui permettrait d'avoir plus de filles et des espaces culturels au cœur de ces quartiers qui n'existent pas, avec la lecture pour tous, tout type d'activités culturelles, voire des studios d'enregistrement dans certains quartiers. Notre accompagnement aussi sur le projet, il va avec 2 établissements culturels, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, dont le directeur général était tout à l'heure en plateau, le professeur Henri Kalama, et la Fondation Liolo, qui est une fondation qui va travailler sur la restauration des œuvres d'art du grand maître Alfred Liolo de sculptures monumentales présentes dans l'espace public, donc c'est-à-dire des sculptures du patrimoine national congolais. Et donc on va intervenir pour accompagner ces jeunes femmes dans leur post-formation avec des endroits qui auront été restaurés, réhabilités pour accueillir dans des bonnes conditions les filles, que ce soit de sécurité, que ce soit aussi sanitaire. Merci beaucoup Florence pour ces explications, c'est très très clair. Et Géraldine Taubé, on parle de l'appui d'Expertise France. Je sais que vous avez une organisation également qui s'appelle, je crois, Loboko Ya Sanza, ce qui veut dire la main qui soigne, la main qui aide. La main qui aide, magnifique. Sans provocation aucune, est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour les jeunes femmes en RDC dans le milieu artistique? Oui, bien sûr que oui. J'en ai le preuve. Oui, je pense que tout c'est question du travail, discipline, patience et voilà. Alors, il y a un avenir pour les femmes dans le milieu artistique. Il y en a aussi un, maître Nancy Chiaba, dans le sport. Mais je crois que l'un des défis, avant de pouvoir attirer des jeunes femmes et leur promettre de l'activité sportive, je crois que le premier des défis, c'est de rassurer d'abord les familles, les parents, leur dire que l'environnement que vous proposez est un environnement sécurisé. C'est ça ?
tout à fait égal à la guerre. Il faut d'abord rassurer les parents. Encadreurs que nous sommes, nous avons le devoir de rassurer aux parents que leurs enfants seront en sécurité parce que vous le savez bien, comme moi, que les enfants sont des bijoux pour leur famille. Alors, avec le projet pour le sport et culture, nous, on est très fiers parce que d'abord, on aura des terrains de proximité qui va permettre aux filles dans des quartiers reculés de travailler et de donner les meilleurs d'eux. Et surtout qu'il y aura la sécurité et des espaces sanitaires bien appropriés. Donc, c'est vraiment une joie pour nous parce que les enfants vont pouvoir bien travailler et les parents seront très à l'aise en nous envoyant des enfants. Alors justement, Florence, une petite question avec vous. Quand on a préparé cette mission, ce temps de conversation, vous m'avez expliqué que le projet est en phase de finalisation, qu'il y a encore une conversation avec les cabinets d'architectes, etc. Quand vous les visualisez, ces terrains, brièvement, si vous le pouvez, vous les imaginez comment? Ouais, concrètement, c'est s'imaginer qu'on est dans la commune de Linguala, à Kinshasa, aujourd'hui, sur un immense terrain qui correspond à 3 terrains de football, qui est aux 2 tiers, presque 3 quarts sous les eaux, 80% de l'année, avec malgré tout les jeunes du quartier qui essayent de venir jouer dans chaque coin, avec beaucoup de résilience, beaucoup d'envie, très peu de moyens, et demain d'avoir un très bel espace avec un terrain de foot, un terrain de handball, un terrain de basket et volley, un espace pour les arts martiaux, un espace culturel qui, à son rez-de-chaussée, aura des sanitaires, des vestiaires. Ça n'existe pas, il n'y a rien de tout ça. Et ces espaces, ils seront clôturés, ils seront avec de la lumière pour les sécuriser, pour rassurer les familles aussi, par rapport aux filles, parce que c'est l'un des freins majeurs pour la pratique des filles, les sanitaires et la sécurité. Et cet espace qui aujourd'hui ne retient pas l'eau et qui est en permanence sous les eaux, il y aura aussi tout un travail paysager qui sera fait, pourquoi pas en partenariat avec des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts aussi, pour lier en permanence l'art et la culture, pour que demain ce soit un espace de pratique multisport ouvert à tous les jeunes du quartier. Je ne veux pas qu'on se quitte sans 30 secondes de votre part, Géraldine Taubé. En 30 secondes, je l'ai dit, vous faites des choses pour l'art, mais aussi par l'art, notamment de la thérapie, très brièvement. L'art par la thérapie, ça marche comment et ça s'adresse à qui? Oui, merci. Au fait, l'idée, c'était d'amener l'art dans le milieu psychiatrie, d'amener l'art dans le milieu où les gens n'ont pas l'accès à la culture. Et c'est ce que nous, on fait à Kinshasa. Et en même temps, ça nous permet aussi d'élargir un peu cette question sur la culture, comment utiliser l'art pour le développement. Et pour nous, c'était quelque chose de très positif parce que la société a reçu le projet les bras ouverts. Et en même temps, ça suscitait aussi des questions au milieu des familles, justement. Et ils étaient très étonnés de voir une femme en train de guider un projet d'art parce que, voilà, ce qui serait vrai, quand on fait de l'art, pour nos parents, il n'y a pas de l'avenir. Et on peut soigner aussi par l'art. De la culture, du sport, de l'art, de la thérapie. Oui. Géraldine, Florence, Nancy, merci infiniment à vous trois. Fatimata, je vous passe la main pour aborder le sujet du partage des connaissances en Europe.